Je vais vous parler de biodiversité, en effet particulièrement la biodiversité là où on ne l'attend pas. Alors, je vous donne tout de suite le message principal de mon talk, comme ça si vous voulez dormir avant le lunch, c'est tout à fait possible. Le message principal est le suivant. Il est temps d'évoluer de la vision de l'écosystème du vigno, un écosystème avec des frontières fermées homogènes, à une vision de la diversité et des écosystèmes, et en particulier en milieu urbain. Parce que quand j'ai reçu le sujet du talk, il y avait Natural Ecosystems, et donc moi la première image qui m'est venue à l'esprit en tant qu'écologue, et par rapport à mon histoire personnelle, c'est ceci. Et ce n'est certainement pas ceci. Et donc, je me suis posé la question, je me la pose maintenant depuis très longtemps, comment réconcilie-t-on ces deux figures, ces deux images? Et j'ai choisi de traiter de cette réconciliation à travers la thématique de la biodiversité, pas à travers la thématique de la nature. Alors, pour plusieurs raisons. Vous le voyez ici, la définition officielle, parce qu'il y a aussi une diversité de définitions de biodiversité, je dirais la définition politique de la biodiversité, elle a été construite lors du sommet de Rio. Et donc, c'est une définition co-construite entre la société civile, les représentants politiques et des scientifiques. Et donc, elle va me permettre d'aborder le problème suivant deux points de vue. Par les humains pour la biodiversité, par la biodiversité pour les humains, qui sont deux points de vue complémentaires que je n'oppose pas. Et puis, la deuxième raison pour laquelle j'attaque ce point sous l'angle de la biodiversité, c'est que la biodiversité est une des composantes majeures du changement global, et c'est probablement la composante la plus oubliée dans l'ensemble des politiques actuelles. Donc il existe une convention sur la diversité biologique qui a le même poids que la convention sur le climat. Je pense que vous en entendez très peu parler, ou quand on en parle, on passe très rapidement dessus. Pourquoi une convention internationale? Parce que nous sommes dans la 6e crise d'extinction de la biodiversité, quand on remonte les temps géologiques. Quels que soient les indices qu'on utilise, peu importe l'indice, la biodiversité décroît dans ses composantes locales, dans son homogénéisation, voilà, toute une série de facteurs. Ce qui différencie cette crise par rapport aux précédentes, c'est qu'elle est due à un agent biologique, et un agent biologique très particulier, un agent biologique qui a la possibilité de contrôler cette crise, l'espèce humaine. Et donc, mon premier point, c'est en quoi l'écosystème urbain permet-il de répondre à cette crise de la biodiversité? En quoi peut-on traiter l'écosystème urbain par les humains pour la biodiversité? Alors, pour arriver à quelques éléments de réflexion sur cette question, je vais vous faire, mais très très rapidement, une petite histoire de l'écologie de la conservation, telle que je l'ai vécue depuis mon master en écologie, il y a maintenant, hélas, 30 ans. J'ai fait tous les travaux pratiques de mon master en écologie dans des réserves naturelles. Je ne suis jamais sorti dans ma formation d'une réserve naturelle. Si juste à côté il y avait un champ agricole, on ne mettait pas les pieds dedans. S'il y avait une plantation d'épicéas, on n'allait pas dedans. Pourquoi? Parce que la première réponse de nos sociétés à la crise de la biodiversité, c'est protéger les éléments les plus extraordinaires de cette nature et les éléments les plus naturels à travers la stratégie de développement de réseaux de zones protégées. Alors c'est une stratégie qui, sur le papier, a eu beaucoup de succès. On estime aujourd'hui qu'entre 12 et 14% de la superficie terrestre bénéficie d'un statut qui inclut des logiques de protection de la biodiversité. Je n'ai pas dit que c'était mis en œuvre, mais il y a néanmoins un grand potentiel. Mais ce que nous venons de voir dans l'exposé de Jacques, c'est que c'est largement insuffisant. Ça crée des îlots de biodiversité isolés les uns des autres dans des paysages aux différentes échelles. Et donc cette stratégie ne prend pas du tout en compte les interactions entre ces zones protégées, les interactions entre les écosystèmes. Résultat, malgré un investissement long depuis la fin du XIXe siècle et la mise en œuvre des premiers parcs nationaux nord-américains, malgré un investissement important en termes de superficie protégée, la biodiversité continue à décroître et la vitesse d'extinction des espèces ne cesse de s'accélérer. Et donc, dans les années 90, notamment grâce aux apports de l'écologie du paysage, nous sommes passés d'une vision mettre sous cloche des éléments à développer des réseaux écologiques à travers les paysages
en tenant compte à la fois des surfaces et des connectivités. Alors ça, c'est une révolution pour les écologistes, parce que nous avons dû sortir de nos réserves naturelles et nous confronter à d'autres acteurs. D'abord se confronter, et puis dialoguer, et puis essayer de construire ensemble. Alors au début, comme on est quand même un peu frileux, on a commencé par des écosystèmes un peu évidents. Là où il y a déjà des végétaux, là où il y a déjà de la vie, l'écosystème agricole, l'écosystème forestier, par exemple ici, par le développement de programmes agro-environnementaux. Et puis, comme on commence à être en confiance, on a été un peu plus loin. Et nous avons commencé à nous intéresser aux écosystèmes industriels, par exemple les sites d'extraction de ressources naturelles. Et aujourd'hui, à titre d'exemple, mon laboratoire tourne à 70% de ses financements sur la biodiversité dans les sites d'extraction, en collaboration avec les industries, depuis la petite industrie locale jusqu'aux grandes multinationales. Et puis finalement, comme on commençait dans des environnements de plus en plus étranges pour nous, nous nous sommes dit, mais pourquoi pas la ville? Alors, je ne l'ai pas dit comme ça. Je dis pourquoi pas la ville, mais pour une raison très importante. Alors, je ne vais pas vous l'apprendre, hein, vous êtes tous des spécialistes du domaine. On projette de 70 à 80% de la population mondiale en ville, alors d'ici 50 ans, un siècle et demi, peu importe. Et donc, pour nous, je veux dire, écologues de la biodiversité, ça pose une question essentielle. Comment pourrait-on mettre en place des stratégies ou des politiques pour la biodiversité si 80% de la population mondiale est totalement déconnectée de la nature? Il y a donc ce vrai besoin de reconnecter au-delà même du développement de la biodiversité en ville. Et donc finalement, nous sommes arrivés en ville, alors dans une vision en effet de reconnexion, mais aussi parce que le milieu urbain est un milieu qui, a priori, n'est pas un milieu extrêmement favorable au développement de la diversité biologique et à la mise en place de politiques pour répondre à la crise de la biodiversité. Alors la croissance urbaine, elle modifie de façon drastique la composition et la structure des paysages, à toutes les échelles spatiales. Donc vraiment le lien avec ce qu'on vient de voir avec Jacques Baudry, directement par des pertes de milieux naturels, le remplacement des milieux naturels, en modifiant l'ensemble des composantes abiotiques de l'environnement, le climat, l'hydrologie, le cycle des éléments, et par des activités socio-économiques qui sélectionnent des poules d'espèces spécifiques et qui donc modifient également l'environnement biologique. Un petit exemple pour vous expliquer ceci. Nous sommes ici à Lubumbashi, dans le sud de la République démocratique du Congo. En 1960, Lubumbashi, c'est 150 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 2 millions d'habitants. Lubumbashi est une ville extraordinaire. J'adore Lubumbashi, j'y vais souvent, parce que c'est une ville extrêmement agréable, malgré un climat tropical. Regardez, c'est une ville très verte. Maintenant, le verre que vous voyez ici, c'est un verre qui est composé à peu près de 5 espèces. 5 espèces d'arbres, produisant des fruits et de l'ombrage. Il y a 20 ans, à cet endroit, à la place de cet écosystème urbain, nous avions ceci. Une forêt tropicale de climat sec, extrêmement diversifiée en termes de quantité d'espèces, extrêmement diversifiée en termes d'originalité, c'est-à-dire que les espèces qu'on trouve dans cet écosystème, on ne les trouve pas dans d'autres écosystèmes. Donc ça, c'est la composante remplacement des milieux naturels par un milieu anthropique hébergeant moins de biodiversité au départ. C'est aussi l'empreinte écologique de la ville. Ça ne s'arrête pas aux frontières de la ville. Et donc ça, c'est aussi un message qu'il faut vraiment faire passer. Écologie, ville, ne s'arrête pas à la frontière de la ville. Cette photo satellitaire, cette image satellitaire nous montre en vert foncé les forêts tropicales sèches de type Miombo, donc l'écosystème d'origine, en rouge les zones minéralisées, donc ce qu'on va appeler réellement la zone urbaine, et alors le point vraiment le plus intéressant, c'est le mauve. Je ne sais pas si vous le voyez, entre les deux, plus ou moins. Le mauve, ce sont les zones qui ont subi un incendie durant l'année d'études. Pourquoi un incendie? Pour 2 raisons. Produire du charbon de bois pour alimenter la ville et une agriculture sur brûlis pour alimenter la ville en nourriture. Et donc là, on revient un peu à la vision des flux du Vigneault, de comment la ville interagit également avec son extérieur. Donc a priori, la croissance urbaine, c'est plutôt vu comme un élément, je dirais, perturbateur de la biodiversité, avec des diminutions de richesse en espèces le long des gradients urbains. Je peux nuancer cet aspect-là dans un débat, et surtout avec un changement de la composition en espèces,
une importance croissante des espèces exotiques dans les milieux urbains. On a parlé ce matin de la notion alien, donc on peut en rediscuter en débat aussi. De nouvelles combinaisons d'espèces, une composante d'homogénéisation. Je n'ai pas le temps de vous les montrer ici, mais moi j'ai des photos d'espaces à travers le monde, donc d'espaces verts à travers le monde et en zone tempérée, où vous retrouvez exactement les mêmes compositions floristiques depuis l'Amérique du Nord jusqu'à l'Europe, donc depuis la côte pacifique de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Europe centrale. Pourtant, et c'est ça qui a le plus étonné, je pense, les écologues quand on a commencé à s'intéresser au milieu urbain, mais la ville, en fait, elle peut être riche en diversité biologique. Vous tapez biodiversity et city sur Google et vous tombez sur toute une série de stratégies biodiversité dans des grandes villes européennes ou autres. Alors, il y a des tas de raisons à celle-là. Il y en a une qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui par rapport à la thématique, c'est que la ville est un milieu hétérogène. Ce n'est pas un écosystème, ce sont des écosystèmes. Des écosystèmes qui sont liés à une diversité de structures écologiques. Alors, quand on parle de structures écologiques pouvant supporter la biodiversité en ville, on pense, a priori, je pense, aux espaces végétalisés et aux espaces aquatiques. Ça, c'est la stratégie, je pense, relativement bien connue maintenant et qui a quand même fait son chemin, des maillages verts, des maillages bleus, des trames vertes, des trames bleues, qui donc peuvent supporter la biodiversité à travers la préservation d'éléments naturels de très grande valeur biologique. Voici les réserves naturelles de la région Bruxelles-Capitale et la diversité de leur milieu. Notez que la répartition de ces réserves naturelles est bien en périphérie de la ville, ou à travers des stratégies de gestion des écosystèmes végétalisés, par exemple la gestion différenciée des espaces verts. Tout ça, pour moi, c'est du classique. C'est de l'application, je dirais, de théories écologiques et de concepts écologiques que nous maîtrisons aujourd'hui. Ce qui m'intéresse plus ici, c'est cette notion, la notion de novel ecosystem. Donc, c'est une notion qui émerge depuis une dizaine d'années en écologie et qui part du constat suivant. En tant qu'espèce humaine, nous avons modifié la biosphère à un point que nous nous attendons, mais très rapidement, à ce que la biosphère soit dominée par des nouveaux écosystèmes, c'est-à-dire des écosystèmes dont les caractéristiques environnementales et la combinaison des espèces n'a jamais été observée dans le passé. Et donc nous nous retrouvons là avec des écosystèmes pour lesquels nous n'avons pas de référence. En fait, nous ne savons pas quoi en faire. Ils sont là et nous avons plein d'opportunités d'en faire ce que nous désirons en faire. Notamment en termes de services écosystémiques, je vais revenir dessus. Alors, ces nouveaux écosystèmes, en ville, ils sont associés à deux grands types de structures écologiques. La structure brune, donc tous les délaissés, dans lesquels on a un sol qui peut accueillir de la biodiversité, et la structure grise, c'est-à-dire l'ensemble des surfaces minéralisées. Comment peut-on travailler ces structures brunes et ces structures grises pour avoir une action par les humains pour la biodiversité? Eh bien, je vous invite à vous intéresser à la notion d'habitat analogue, notion qui émerge également depuis une dizaine d'années et qui part du principe suivant. Même les écosystèmes les plus anthropisés peuvent présenter des propriétés structurelles qui les rendent capables d'héberger une partie de la biodiversité indigène des écosystèmes naturels. Et donc l'idée, c'est vraiment de regarder à chaque fois quelle est l'analogie entre un nouvel écosystème et des écosystèmes naturels existants et d'examiner quel type de biodiversité peut être accueilli par ce nouvel écosystème. Ce qui nous permet de passer d'infrastructures brunes à des infrastructures vertes, en mobilisant les processus spontanés de la biodiversité en haut de colonisation spontanée de friches, ou dans des schémas extrêmement contrôlés. Vous avez en bas exemple très connu de la High Line à New York, donc de réhabilitation d'une friche ferroviaire, en utilisant que les espèces qui se sont développées, ou principalement spontanément sur cette friche, pour faire du design d'espaces verts. Et puis il se pose évidemment la question, très à la mode, de passer de l'infrastructure grise à l'infrastructure verte, de la ville grise à la ville verte. C'est très beau, je suis un grand amateur, mais juste pour l'humour, des travaux de certains de nos... qui ne sont pas là, ça va, non, je pense qu'il n'est pas là,
genre Vincent Calbeau, qui vous transforme Paris en une grande forêt urbaine. Est-ce faisable? C'est un point. Et pourquoi, finalement? Ça rejoint totalement les politiques actuelles, notamment de la Commission européenne, de développer des nature-based solutions pour renaturer la ville. Je vous défie de demander à n'importe quel commissaire européen ce qu'il veut dire par nature-based solution. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Il y a plein de pistes. Alors ça, je voudrais explorer avec vous. Quel type de corpus théorique, quel type de corpus d'idées pouvons-nous mobiliser? La première question, c'est des nature-based solutions pour la biodiversité. Alors, depuis 2 ou 3 ans, dans notre équipe, il ne se passe pas, allez, disons 15 jours, sans qu'on soit interpellé par un bureau d'architecte, un pouvoir public en disant « Nous avons un très beau projet, on va mettre des toitures vertes partout. » Et donc, vous allez nous dire que c'est bien pour la biodiversité. Ça dépend de votre point de vue sur la biodiversité. Si votre toiture verte, c'est ceci, des toitures vertes monospécifiques avec des sédums nord-américains, en tant qu'écologue des organismes, je vous répondrai non. Non. Homogénéisation. Homogénéisation à l'échelle de la ville, homogénéisation globale, intercontinentale, et pas de capacité d'accueil de l'entomofaune, de l'avifaune. Donc je dirais non. La notion d'habitat analogue nous permet d'aller plus loin. Vous voulez développer des toitures vertes en Belgique, des toitures vertes extensives. Je vous présente ici la diversité des écosystèmes naturels des paysages belges dont vous pouvez vous inspirer pour aller chercher vos espèces, pour aller chercher vos panels d'espèces que vous pouvez implanter. Et on peut le travailler techniquement. Ce n'est pas du tout irréaliste. On peut produire des fiches techniques qui vous donnent tout un panel d'espèces, de diversité pour faire des designs. Vous voulez une toiture verte qui est strictement jaune, qui fleurit d'avril à septembre avec des espèces natives et qui donc reconnectent à la nature régionale, c'est faisable. On pourra en rediscuter dans le débat, il y a quand même des petits éléments de surprise. Alors jusqu'ici, j'ai une vision très biodiversité. Excusez-moi. Donc je n'ai pas parlé de l'homme en fait. Ou alors l'homme comme jardinier, l'homme qui jardine son environnement pour la biodiversité. J'ai dit que je voulais aussi aborder l'autre pan de la relation par la biodiversité pour l'homme. Et là, je pense qu'il y a vraiment 2 ensembles, de corpus d'idées qui émergent que l'on peut mobiliser. Le premier est celui des services écosystémiques. Les écosystèmes ont des fonctions qui participent au bien-être des sociétés humaines. Et c'est ce qu'on appelle un service écosystémique. Ces fonctions, c'est par exemple produire de la biomasse, donc de la masse végétale, qui permet des fonctions ou des services de production, produire de la nourriture, produire de l'eau potable, produire du bois, de la fibre. La nourriture, c'est très intéressant. On ne pense plus que les écosystèmes naturels peuvent nous nourrir. Regardez l'étal de votre poissonnier au marché. J'étais chercher un bon bar hier, je me suis fait en croûte de sel qui était magnifique. Sur l'étal de votre poissonnier, 80% des espèces qui sont là viennent directement de l'écosystème naturel. Elles ne viennent pas de pisciculture, elles ont été pêchées. On a encore un lien très direct à ces systèmes de production. Les services de régulation, régulation des flux hydriques, des inondations, régulation de la qualité de l'air, et les services dits immatériels, c'est-à-dire tout ce qui concerne les opportunités de spiritualité, de détente, d'art, tout ce qui est lié plutôt à la dimension culturelle. Et donc, c'est quelque chose qui est en train d'émerger, qui, je pense, passe quand même de plus en plus dans les logiques de stratégie urbaine. Et j'ai repris ici un tableau parmi... J'en vois un qui rigole, là, parce qu'il a déjà suivi mes cours, donc c'est le même tableau, c'est toujours le même, ah ben oui. Donc c'est un tableau parmi des dizaines de tableaux qu'on peut trouver dans les dizaines de publications actuelles, qui disent, voilà, l'ensemble des services écosystémiques que la biodiversité peut rendre en milieu urbain. Et donc ça va de la régulation du climat, à l'observation d'oiseaux rares, la régulation des eaux, la qualité de l'eau. Tout ça, c'est bien beau, et ça passe dans des logiques qui sont des logiques vraiment de design urbain. Les écosystèmes viennent en ville, et les écosystèmes viennent en ville pourquoi? Pour renaturer la ville à des fins de services écosystémiques.
ce n'est pas seulement académique, puisque ceci est un article qui est paru dans Libération, et ça n'a rien à voir avec mes opinions philosophiques, hein, j'ai pris Libération par hasard, c'est tombé dessus. Dans Libération, il y a 4 jours, la métropole de demain sera verte ou invivable. Je peux vous assurer que quand je lis ce genre de choses, je saute au plafond. On va voir pourquoi directement. Ce sont des grandes idées, très belles, très affirmatives. Derrière, du point de vue, je ne parlerai que du point de vue de l'écologie, il y a quand même beaucoup d'inconnus. Et donc, l'ensemble de ces, je dirais, logiques de services écosystémiques ont amené à passer des réseaux écologiques pour des espèces à des infrastructures vertes pour la biodiversité et les humains. Et donc, l'infrastructure verte se définit, en tout cas d'un point de vue de la politique européenne, comme un réseau d'écosystèmes construit avec la nature, donc habitat analogue, inspiré de la nature, en vue de rencontrer, ici, en zone urbaine, des défis urbains, qui sont le soutien à la biodiversité, la production de nourriture, la régulation climatique, la régulation des eaux pluviales, la qualité de l'air, la qualité de vie et le bien-être des populations. C'est super, mais en milieu urbain, il y a un certain nombre d'inconnus qui font qu'on ne peut pas passer si facilement de la belle et grande idée et du titre accrocheur de Libération à la réalisation. Premièrement, nos connaissances sur les services écosystémiques rendus par les écosystèmes viennent principalement des écosystèmes naturels et semi-naturels, un peu au sens, je vais peut-être dire une bêtise, mais vous avez présenté ce matin, la ville et la nature en dehors. Hein. Donc vraiment les écosystèmes naturels, pas d'hommes, ou très peu d'hommes. Or, les écosystèmes urbains sont fondamentalement différents des écosystèmes naturels. Ils présentent des conditions abiotiques totalement différentes, donc des conditions environnementales différentes. Les assemblages d'espèces sont différents, donc les fonctions de ces assemblages d'espèces sont différents. Et puis, on a quand même cet aspect de décision socio-économique et culturelle qui sélectionne des poules d'espèces et qui sélectionne des types d'écosystèmes tout à fait originaux. Donc, il y a déjà ces contraintes. La nature, en effet, n'est pas toujours belle, gentille et sympathique avec les humains. Et donc, il n'y a pas que des services rendus par la nature, il y a également des disservices. Je vais donner un exemple très classique. Pour l'instant, c'est très à la mode. Nous allons planter des arbres partout en ville pour résoudre le problème de la qualité de l'air. Un végétal planté dans un milieu stressant comme le milieu urbain se défend de ce stress. Pour se défendre de ce stress, il produit des composés qui le défendent. Il émet ces composés dans l'atmosphère. Et là, vous avez des espèces végétales qui, une fois qu'elles sont stressées, notamment dans un milieu urbain, vont émettre toute une série d'éléments chimiques de défense dans l'atmosphère qui n'améliorent pas la qualité de l'air, mais dégradent la qualité de l'air. Et donc ici, ce n'est pas si évident. Je veux dire, OK, on plante, ça absorbe, la photosynthèse. Non, 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 c'est plus complexe que ça. Le type d'écosystème joue. Je l'ai dit, des toitures vertes pour résoudre le problème des inondations en ville. Mais quelle toiture verte? Quel écosystème? Regardez la diversité des écosystèmes possibles. Vous comprenez bien que la capacité de ces écosystèmes à capter l'eau, à la retenir, elle va être très différente entre la toiture extensive monospécifique et le système très complexe en termes d'hétérogénéité, de biodiversité et de structure fonctionnelle. Et puis, au-delà des écosystèmes, chaque espèce compte. Je résume très vite le message de ce slide. Ce slide met en lien la capacité, donc pour une série d'espèces végétales, chaque point, la capacité de ces espèces à réduire, donc semer en toiture verte, en monoculture, leur capacité à réduire le flux d'eau entre ce qui rentre et ce qui sort, et la morphologie de l'espèce. Vous voyez qu'il y a des différences énormes, énormes. Et donc la composition en espèces va totalement affecter la fonction. Donc mon message ici, c'est service écosystémique, oui. Service écosystémique, c'est une belle idée, mais ça demande derrière du... Ouais, ça va aller. Si vous me dites 5 minutes, j'en ai encore 10. Donc ça demande derrière quand même de la réflexion technique et de la réflexion sur les processus écologiques.
Alors à nouveau, ma vision, elle est très utilitaire. Là. Les services écosystémiques, je ne vous cache pas que quand le concept service écosystémique a émergé en écologie, ça a été extrêmement contesté en écologie de la conservation de la biodiversité, en disant on rend la biodiversité utilitaire, on va pouvoir la monétariser, et donc on est parti pour faire moins bien que ce qu'on veut faire. Il y a en effet une autre composante à prendre en compte. C'est celle du lien intrinsèque qui nous lie aux autres organismes vivants. Et donc ça, c'est le corpus des idées liées à la biophilie. La biophilie, c'est une hypothèse biologique qui a été qui a été reprise par Edgar O. Wilson, donc grand entomologiste nord-américain, qui dit ceci. En tant qu'humains, nous sommes de façon innée et émotionnelle affiliés aux autres organismes vivants. Pas par poésie, pour une raison toute simple, l'espèce humaine a évolué pendant des millions d'années au contact de ces êtres vivants. Ce n'est que depuis quelques centaines d'années, millénaires, que l'on s'en détache. Et donc, cette histoire évolutive, elle est inscrite dans notre ADN. Et donc, la biophilie fait l'hypothèse que le contact avec les autres êtres vivants participe au bien-être, pas seulement des sociétés et de leurs processus, mais des individus. Cette hypothèse de la biophilie n'est pas seulement de la poésie, nous avons de plus en plus d'études qui nous montrent qu'en effet, le contact avec une forme de vie pour notamment les habitants de milieux urbains participe à leur bien-être, que ce soit au niveau cognitif, au niveau psychologique ou au niveau physiologique. Deux petits exemples de biophilie. Ceci est un projet de bâtiment sur les quais de la ville de Liège. Ce projet de bâtiment est destiné, le projet de bâtiment, vous voyez la localisation là. Le projet de bâtiment est commandité par un entrepreneur qui veut mettre en place une start-up, un incubateur de start-up technologique. Et dit, je veux créer un environnement avec ce bâtiment qui est un environnement créatif, innovant. Et au début, il pense à l'agriculture urbaine, produisons des tomates. C'est resté dedans. On a une réflexion avec lui, et on parle un peu de, finalement, pourquoi il veut quelque chose de créatif et d'innovant. Il dit, il y a la nature, une série de choses. Et donc, au final, après pas mal de discussions, on arrive à l'idée d'un bâtiment biophilique, basé sur trois grands principes. Des écosystèmes sur le bâtiment qui relient à un calendrier naturel. Et donc, la gestion des projets ne sera pas sur un calendrier Outlook, se fera sur des critères du type, quand les jonquilles sont en fleurs, il faut que tel projet soit à telle étape. Un lien direct à travers la cuisine, c'est-à-dire une cantine qui utilise les produits qui sont produits sur le bâtiment en agriculture urbaine, mais également dans des écosystèmes analogues naturels. Et alors, reconnecter les utilisateurs du bâtiment à la nature régionale, en redéveloppant sur le bâtiment des habitats analogues qui réfèrent finalement à la nature qui est autour d'eux. Et donc ça donne ceci, finalement, comme projet, un bâtiment composé, en fait, qui est une analogie de la vallée de la Meuse, vous voyez, cette forme de vallée, et qui reprend depuis les sommets jusqu'au pied des vallées des écosystèmes similaires à ce qu'on trouve sur les versants de la Meuse. Deuxième petit exemple. Il y a 5 ans, le directeur du Grand Hôpital de Charleroi, du projet Grand Hôpital de Charleroi, vient nous trouver dans notre équipe, nous dit « j'ai un gros problème. Voilà, je vais construire un nouvel hôpital, 4000 employés, cet hôpital va rassembler 4 hôpitaux existants à Charleroi sur le même site, 300 millions de budget, et j'ai un problème parce que sur mon site, on m'a dit qu'il y avait un crapaud protégé. » En effet, il y a la terreur des promoteurs immobiliers, le crapaud calamite. Qui a déjà entendu parler du crapaud calamite ici? C'est pas si mal, ça va. Le crapaud calamite, c'est une espèce de crapaud qui colonise les sols nus, et en particulier les friches. Il adore ces zones. Il faut du sol nu, temporaire, des mares temporaires, et cette espèce est protégée à l'échelle européenne, le plus haut niveau de protection possible. Donc il y avait 3 solutions. Ou on bouge le projet de grand hôpital. 300 millions d'euros, c'est un peu compliqué à bouger. Ou on bouge le crapaud. Ça se fait. On rachète des terrains, on développe 3 fois l'habitat, la surface existante de l'habitat, et on remet des crapauds dessus. Ou on intègre le crapaud dans le projet de l'hôpital. Et donc c'est le choix qu'ils ont fait. C'est quand même un risque. Et donc le premier niveau de ce choix, ça a été de dire,
il y a un projet d'espace vert autour de l'hôpital, on va intégrer l'habitat du crapaud dedans. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que ça veut dire laisser des sols nus, ça veut dire laisser des mares temporaires, ça veut dire ne pas planter, ça veut dire ne pas semer, et je vous jure que pour faire passer cette idée, ça a été un combat. Mais ça ne s'est pas arrêté là. L'idée, c'est de dire, OK, on va faire des habitats, et puis on va confier ça à une ONG. On va inclure les acteurs principaux de cet écosystème urbain, les humains qui vont vivre dedans. Et donc d'abord le personnel. Plutôt que de faire gérer ces populations de crapauds, il fallait les déplacer pendant tout le chantier par une ONG ou par un bureau d'études ou par nous-mêmes, nous avons fait appel au personnel. Et donc ici, vous avez les activités qui ont été développées avec du personnel des 4 sites, qui ne s'étaient jamais parlé avant, qui voyaient ce grand hôpital comme une menace. Et donc c'est un de leurs premiers projets communs qui leur ont permis de dialoguer autour d'un projet pour le grand hôpital ou lié au grand hôpital. Et donc là, vous avez des infirmières, on a des médecins-chefs de services oncologiques. Et au final, ça a été plus loin. Parce que de ça est née l'idée de se dire, mais il nous manque encore une composante dans l'écosystème, là, ce sont les patients. On va soigner des gens dans ce grand hôpital. Comment est-ce qu'on pourrait réfléchir à cet aspect? Et donc on a organisé, enfin le grand hôpital a organisé le premier colloque belge sur biodiversité et santé. On s'attendait à avoir une 40aine de personnes, on en a eu 250 au colloque. Et au final, ça débouche sur quoi? Ça débouche sur l'idée de gérer également une partie de ces espaces verts en jardins thérapeutiques. Et donc là, on est passé du crapaud au jardin thérapeutique dans une logique de biophilie. Et je m'arrête là parce que nous pourrons parler de tous les freins et de toutes les limites à ces belles idées dans les débats qui vont venir. Merci de votre attention.